en a dit, « Vous savez, 70 ans, c'est 70 ans. » Elle a dit, « Judy, 70 ans, c'est le nouveau 50 ans, et ce n'est qu'un chiffre. » Et je m'en souviens. Ouais, et les gens que je connais, qui sont plus âgés et pleins d'entrain, ont l'air de passer un bon moment. La reine du palais de justice, qui gagnait 47 millions de dollars par an, avait de sombres secrets. D'anciens employés l'ont poursuivie pour discrimination fondée sur l'âge. Ils ont affirmé qu'elle avait licencié des personnes parce qu'elles étaient trop âgées. D'autres l'ont accusée d'éviter certains plaideurs dans son émission pour maintenir une apparence spécifique. Derrière la justice se cachait un prétendu biais et un chaos sur le lieu de travail. Plus de 20 employés ont fui en 5 ans, puis 2020. Elle a disparu alors que les tabloïds répandaient ça et des mensonges sur une maladie du cerveau. Elle a riposté avec une plainte de 5 millions de dollars. Mais son retour en 2025 sur le streaming a révélé quelque chose que personne n'attendait. La vérité sur sa transformation est plus troublante que quiconque ne l'imaginait. Judith Susan Bloom est née le 21 octobre 1942 à Brooklyn, New York, alors que le monde était encore aux prises avec la guerre. Ses parents, Murray et Ethel Bloom, étaient le genre de personnes qui ne se plaignaient pas, même quand les temps étaient durs. Murray était dentiste. Ethel travaillait dans un bureau, et ils ont fait leur vie ensemble dans une ville qui ne ralentissait jamais. Brooklyn, à cette époque, était surpeuplé, bruyant et rempli de familles qui essayaient de rester à flot après le chaos de la Seconde Guerre mondiale. En 1946, plus de 100 000 familles à travers New York City attendaient encore un logement décent. Les loyers étaient élevés, la nourriture était rationnée et l'inflation a atteint un niveau stupéfiant de 14 % en 1947. Le père de Judy faisait ce qu'il pouvait avec son petit cabinet dentaire, mais l'argent était toujours serré. Sa mère, Ethel, cousait souvent des vêtements à partir de chutes de tissu, juste pour faire vivre la famille. Judy, qui avait à peine 5 ans en 1947, aidait aux tâches ménagères pendant que les sirènes d'alerte aérienne hurlaient dans les rues tous les mois, comme des alarmes lointaines d'un monde qui ne s'était pas tout à fait calmé. Quand elle était bébé, son père a quitté la maison pour servir dans l'armée. C'était en 1953 et la guerre faisait rage. Cela signifiait qu'Ethel était laissée seule à Brooklyn avec un enfant en bas âge, forcé de tout gérer pendant les blackouts et les pénuries alimentaires. Judy, même à l'âge d'1 an, a vécu la tension des timbres de rationnement qui n'autorisaient que 48 points par mois pour les conserves. Son monde était rempli de stress, de responsabilités et de sirènes, et cela l'a façonné. Au moment sombre où son père est revenu en 1945, des millions de vétérans américains sont rentrés chez eux différents. Murray ne faisait pas exception. Judy avait maintenant 3 ans et son foyer autrefois calme était devenu quelque chose de plus tendu, de plus incertain. Laissez pas ça, Thomas, les taux de divorce augmentaient dans tout le pays, en hausse de près de 50 % à ce moment-là. Et bien que ses parents sont restés ensemble, le poids émotionnel n'est jamais parti. À seulement 4 ans, Judy organisait déjà des jeux et gérait les autres enfants du quartier. Elle n'a pas seulement grandi vite, elle n'avait pas le choix. En 1955, quelque chose s'est passé qui est resté avec elle. À 13 ans, lors d'un rassemblement familial décontracté, elle a entendu des chuchotements selon lesquels son grand-père, le père de Murray, avait autrefois été un bootlegger. En 1932, pendant la Grande Dépression, il a fait passer de l'alcool en contrebande autour de Brooklyn pour s'en sortir alors que le chômage montait en flèche à 24 %. L'histoire raconte qu'il cachait des bouteilles sous les planchers en utilisant les itinéraires d'approvisionnement dentaire pour éviter les soupçons. En 1934, la police a failli l'attraper lors d'un coup de filet qui a piégé plus de 500 personnes et la famille a failli tout perdre. Judy était stupéfaite. Cela ne correspondait pas à la vie bien rangée qu'elle pensait connaître. Mais au lieu d'en ressentir du ressentiment, elle est devenue fascinée. Elle a commencé à lire des articles sur les criminels et les affaires judiciaires, y compris le procès d'Al Capone en 1931. Et quelque chose s'est allumé en elle.
Elle ne voulait pas seulement rester à l'écart des ennuis, elle voulait le comprendre, le contrôler, peut-être même l'arrêter. En 1956, Judy avait 14 ans et entrait au James Madison High School à Brooklyn. C'était un endroit immense avec plus de 3000 élèves. Mais elle s'est rapidement démarquée, pas à cause de ses notes. Sa moyenne générale oscillait autour de 2,5, mais parce qu'elle avait autre chose, de la présence 13. Elle a rejoint le club de débat et a commencé à gagner. En 1959, elle avait 5 victoires régionales à son actif. Mais tout n'a pas été facile. La même année, elle a séché une douzaine de cours pour protester contre les codes vestimentaires obsolètes qui interdisaient aux filles de porter des pantalons. En 1957, elle a mené 20 élèves dans un débrayage à la cafétéria à cause de la mauvaise nourriture. Les enseignants ne savaient pas quoi penser d'elle. Elle n'était pas au tableau d'honneur, mais elle a débattu de sujets relatifs aux droits civiques, comme la ségrégation des années avant que cela ne devienne courant chez les élèves du secondaire. Elle a même été punie pour avoir falsifié des billets pour sécher le gymnase, affirmant qu'elle avait des objections morales à l'uniforme. Et, tandis que des gangs se formaient rapidement à travers Brooklyn, plus d'une centaine en 1958, Judy s'en tenait à ses propres règles, ne rejoignant jamais quelque chose en quoi elle ne croyait pas. Elle n'essayait d'impressionner personne. Elle était juste elle-même. En 1960, le mouvement des droits civiques commençait à secouer le pays et Judy a quitté Brooklyn pour Washington, D. Elle s'est inscrite à l'American University avec une spécialisation en gouvernement. À cette époque, les campus essayaient encore de contrôler les femmes. Les couvre-feux étaient stricts, les pantalons étaient interdits en classe et toute trace d'indépendance était surveillée. Mais Judy ne s'en est pas retirée. Elle a rejoint la société. D'honneur Pi Sigma Alpha, l'une des rares femmes à le faire, et a publiquement défié les professeurs de sexe masculin sur les droits des femmes. Tandis que d'autres hésitaient, elle a pris la parole. Elle a obtenu son diplôme en 1963, 3 ans après son inscription, à une époque où la plupart des femmes étaient encore censées être secrétaires, infirmières ou femmes au foyer. Mais Judy ne s'intéressait pas à ce qui était attendu. Elle s'intéressait à ce qui était juste. Après avoir obtenu son diplôme, elle est retournée à New York et Eton est entrée à la New York Law School, où les choses sont devenues encore plus difficiles. En 1963, les femmes représentaient moins de 5% des étudiants en droit à l'échelle nationale. Les couloirs étaient remplis de regards, de questions et de cruauté gratuite. Les professeurs ne la prenaient pas au sérieux. Les camarades de classe masculins lui disaient qu'elle n'avait pas sa place. Pourtant, elle s'en allait rester. En 1964, la loi sur les droits civiques a été adoptée et le titre 7 a interdit la discrimination à l'embauche, y compris la discrimination fondée sur le sexe. Mais les écoles n'avaient pas suivi. Judy a dû naviguer tout cela par elle-même. Elle a travaillé à temps partiel comme secrétaire juridique pendant ses études de droit, où un jour, presque par accident, elle a découvert des preuves de fraude d'entreprise. Quelqu'un avait falsifié des documents financiers. Et bien que cela n'ait jamais fait les manchettes, cela lui a fait tout repenser. Elle ne voulait pas être juste une autre avocate dans un grand bureau, elle voulait faire quelque chose qui comptait. En 1965, elle a obtenu son GD et a réussi l'examen du barreau de New York à sa première tentative. Ce n'était pas une mince affaire. Les taux de réussite étaient d'environ 70% à l'époque et le monde juridique était encore profondément hostile aux femmes. Judy a postulé à plusieurs cabinets. Au moins 5 l'ont rejeté catégoriquement, certains sans même donner de raison. Elle a menacé d'intenter une action en justice en vertu du titre 7, avant même que cela ne devienne un outil courant. En 1972, Judy Schindlin avait déjà quitté un emploi d'avocate d'entreprise 5 ans plus tôt. Elle avait laissé cela derrière elle pour élever ses enfants, Jaime et Adam. Mais cette année-là, un ami de la faculté de droit lui a parlé d'un poste vacant
dans le système des tribunaux de la famille de la ville de New York. Elle a saisi sa chance. Cette décision la jetterait au milieu de l'un des systèmes les plus brisés de la ville. Au cours des 5 prochaines années, elle a traité des milliers de cas. De cas impliquant des mauvais traitements envers les enfants, de la violence domestique et de la criminalité juvénile. Certains disent que le nombre était supérieur à 20 000, mais cela inclut probablement ses années ultérieures en tant que juge. Pourtant, pendant ses premières années, la salle d'audience était brutale. Les années 1970 étaient déjà instables et elle s'est retrouvée à lutter contre un système plein de corruption. Son style direct s'est heurté à des juges qui voulaient fermer les yeux. La criminalité juvénile était en flèche. La loi de 1974 sur la justice juvénile et la prévention de la délinquance venait d'être adoptée, essayant de maintenir les enfants hors des prisons pour adultes, mais l'application était incohérente. Pendant ce temps, elle vivait également ses propres changements personnels. Elle a divorcé de Ronald Levy en 1976 après 12 ans de mariage. 1 an plus tard, en 1977, elle a épousé Jerry Shandlin. Mais rien de tout cela ne l'a arrêtée. Elle a continué à s'en prendre aux abuseurs, à dénoncer les faux dossiers de familles d'accueil et à pousser des réformes qui ont réellement réduit les récidives. Elle a travaillé dans une ville où les cas de négligence envers les enfants étaient déchirants et en augmentation. Les signalements de violences domestiques ont augmenté de 20% au cours de cette décennie, et elle en a vu tous les angles. Cette période a forgé sa réputation de personne qui ne bronche pas, même lorsque tout s'écroule autour d'elle. En 1975, elle a pris en charge une affaire qui a tout changé. Un homme d'affaires puissant était accusé de négligence envers son enfant, et la plupart des procureurs ne l'auraient pas touché. Mais Judy n'a pas reculé. Elle a gagné l'affaire. Même lorsque des menaces anonymes ont commencé à affluer, certains l'ont averti d'abandonner. Elle ne l'a pas fait. Son refus de jouer selon les règles de l'argent et du pouvoir a choqué ses collègues. L'affaire s'est produite juste après l'entrée en vigueur de la loi de 1974 sur la justice juvénile. Cette loi était censée protéger les enfants, mais elle ne fonctionnait pas toujours lorsque l'accusé avait les poches profondes. La victoire de Judy a conduit l'homme d'affaires à perdre la garde de ses enfants et à payer des amendes de plus de 10 000 $. Cela a envoyé un message, en particulier à ceux qui pensaient que les tribunaux les protégeraient toujours. Elle a commencé à se faire une réputation de s'en prendre à l'élite, mais cela a eu un coût personnel. Ironiquement, elle traversait elle-même une bataille pour la garde de ses enfants après son divorce. Son travail, cependant, a fait une réelle différence. Cette seule affaire a contribué à faire avancer les réformes locales qui ont fait chuter la récidive de 10%. Pour l'enfant impliqué, cela a brisé un cycle dangereux. En 1978, Judy a entrepris quelque chose d'encore plus grand. On lui a demandé de diriger un groupe de travail axé sur la délinquance juvénile. C'était l'un des efforts de réforme les plus agressifs que la ville ait connus. Elle travaillait encore comme procureure à l'époque, mais maintenant elle dirigeait également une équipe qui avait le pouvoir d'exposer ce qui ne fonctionnait pas. Et il n'a pas fallu longtemps pour découvrir à quel point les choses allaient mal. Son enquête a révélé des administrateurs qui profitaient des détentions de jeunes. Elle a confronté un homme directement et il a finalement été reconnu coupable en 1980. Il a été condamné à une amende de 50 000 $. 3 autres ont été renvoyés. Son travail a réduit la récidive de 15% en seulement 2 ans. Mais dénoncer la corruption a fait d'elle une cible. Elle a reçu des menaces. Certains collègues se sont retournés contre elle. Et dans les coulisses, elle jonglait avec sa vie avec son nouveau mari, Jerry. Elle a persévéré malgré tout. Son travail s'est aligné sur les réformes fédérales menées par le sénateur Birch Bayh. Mais au niveau local, cela a créé des tensions. Pourtant, des centaines d'enfants ont été sauvés d'être jetés dans des prisons pour adultes ou placés dans des systèmes sans issue. Ce travail a failli lui coûter sa carrière, mais il a conduit à sa nomination comme juge en 1982. La même année, le maire Ed Koh l'a nommé au tribunal de la famille Buscemi du Bronx.
Sa charge de travail a explosé. Elle s'est prononcée sur plus de 150 affaires chaque semaine. Elle a réduit les arriérés judiciaires de 40%. Son style était dur, mais cela a fonctionné. Certains avocats de la défense l'ont traité de monstre, mais elle s'en fichait. Elle a vu le pire de l'humanité. Des parents utilisant leurs enfants dans des batailles pour la garde, des fraudeurs à l'aide sociale qui escroquaient. Le système. Une mère a même percé son enfant sous les bras. L'affaire était horrifiante, et cela lui a rappelé ce qui s'était passé dans l'affaire de l'école maternelle McMartin en 1983, où de fausses allégations d'abus avaient dégénéré. Mais contrairement à ceux qui hésitaient, Judy a tranché dans les mensonges et a rendu des décisions qui protégeaient réellement les gens. Sa salle d'audience est devenue connue pour avancer rapidement, mais jamais sans soin. En 1986, elle a été promue juge superviseur au tribunal de la famille de Manhattan. Cette année-là, elle a de nouveau fait les manchettes. Après qu'une affaire de maltraitance d'enfants s'est terminée par ce qu'elle considérait comme une sentence absurdement clémente, elle l'a dénoncée publiquement. Les avocats de la défense étaient furieux. Ils ont exigé qu'elle soit démise de ses fonctions. Mais elle n'a pas reculé. Elle a souligné des cas réels, comme le procès McMartin, qui s'est déroulé de 1943 à 1990, où des entrevues agressives ont conduit à de fausses allégations et à des millions gaspillés. Elle a vu les mêmes antischémas dans son propre tribunal. Des gens qui mentent, qui utilisent des enfants pour de l'argent, qui évitent de travailler. Elle s'est violemment heurtée à un avocat qui prétendait que son client méritait le luxe tout en vivant de l'aide sociale. Judy a rétorqué « Pas avec mon argent, elle ne le fera pas ». Ce genre de propos a failli lui coûter son emploi, mais l'a également rendu célèbre. Elle a dénoncé les défaillances des travailleurs sociaux et a dénoncé un système qui laissait souvent les plus vulnérables tomber dans les mailles du filet. En 1990, elle était déjà bien connue dans les cercles juridiques de New York. Mais cette année-là, le Los Angeles Times l'a mise devant tout le pays. Ils ont dressé le profil de sa salle d'audience et une affaire s'est démarquée. Elle a condamné un père qui négligeait ses enfants à effectuer des travaux d'intérêt général dans un refuge pour sans-abri. Ce n'était pas seulement une punition, c'était une leçon d'empathie. Elle s'était prononcée sur plus de 20 000 affaires à ce moment-là. Sa salle d'audience avait tout vu, des mères qui avaient des bébés juste pour obtenir des augmentations d'aide sociale aux parents qui pensaient que l'argent pouvait cacher la négligence. La même année, elle a divorcé de Jerry, mais ils se sont remariés peu de temps après. Elle a dit que la séparation l'avait rendue plus concentrée, plus déterminée. L'article la qualifiait de super-héros juridique. Ce n'était pas faux. En 1993, elle a écrit son premier livre. Le titre était aussi direct qu'elle l'était. « Ne me pisse pas sur la jambe en me disant qu'il pleut ». Il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Dans ce livre, elle s'est lâchée sur tout. Des fonctionnaires corrompus des tribunaux, des plaideurs paresseux, des gens qui ont des enfants juste pour obtenir des avantages sociaux. Elle a raconté des histoires tirées directement de la salle d'audience. Une femme exigeant un logement à Manhattan sans travailler. Des parents utilisant des enfants comme monnaie d'échange. Des jeunes délinquants libérés encore et encore. Elle a également fustigé les travailleurs sociaux, surtout lorsqu'ils ont bâclé des affaires de maltraitance. Elle a vu les mêmes schémas qui avaient ruiné le procès McMartin, où des entrevues coercitives ont conduit à 360 fausses accusations. Le livre ne s'est pas retenu, et le public non plus. Ils ont adoré. La même année, 60 Minutes a diffusé un reportage sur elle. On l'a vu réprimander un homme au tribunal pour avoir menti sous serment. Ce clip est devenu viral. Soudain, les producteurs de télévision appelaient. Elle avait traité plus de 150 affaires par semaine, tranchées dans les mensonges, et maintenant, le reste du pays voulait la regarder le faire en direct. En septembre 1996, Judge Judy a été créée. On ne s'attendait pas à ce que ce soit un succès, mais au moment où elle s'est apparue à l'écran, tout a changé. Elle s'est prononcée sur de vraies affaires avec sa même langue acérée.
Au début, les codes d'écoute étaient même, ça, c'était modeste, environ 1,5, mais à la fin de la première saison, elles sont montées à 2 ou à 1. Elles dépassaient les autres émissions rapidement. Dans les premiers épisodes, les gens étaient choqués. Les affaires semblaient réelles. Elles ne laissaient personne se frayer un chemin à travers une audience. En février 2000, une émission spéciale de biographie a admis que les producteurs ne s'attendaient pas à ce que l'émission explose, mais c'est ce qui s'est passé. Elle a commencé à être reconnue partout. À son apogée, l'émission a attiré en moyenne près de 10 millions de téléspectateurs quotidiens. Dès la deuxième saison, en 1997, les codes d'écoute étaient passés à 4,3. Finalement, en 2009, elle a même dépassé Oprah, atteignant 4,4 et mettant fin à un règne de 10 ans. Dans les premiers épisodes, les gens étaient choqués. Les affaires semblaient réelles. Elles ne laissaient personne se frayer un chemin à travers une audience. En février 2000, une émission spéciale de biographie a admis que les producteurs ne s'attendaient pas à ce que l'émission explose, mais c'est ce qui s'est passé. Elle a commencé à être reconnue partout. À son apogée, l'émission a attiré en moyenne près de 10 millions de téléspectateurs quotidiens. Dès la deuxième saison, en 1997, les codes d'écoute étaient passés à 4,3. Finalement, en 2009, elle a même dépassé Oprah, atteignant 4,4 et mettant fin à un règne de 10 ans. L'une des affaires les plus inoubliables a été un différend concernant la garde d'un animal de compagnie qui a dégénéré en chaos. Des gens ont revendiqué des voies de fait, des menaces de castration et de la fraude en un seul épisode. Les téléspectateurs ne pouvaient pas s'arrêter de regarder. Shindlin gagnait environ 1 million par an à l'époque, mais le succès de l'émission a tout changé. En 2008, elle attirait en moyenne 9 millions de téléspectateurs quotidiens. Ces décisions sévères concernant les escroqueries, les mensonges et les litiges concernant les animaux ont fait d'elle un empire télévisuel. En 1999, l'émission a diffusé l'un de ses épisodes les plus captivants, une querelle d'héritage familial qui a rapidement mal tourné. Les codes d'écoute ont grimpé de 20%. Les téléspectateurs ont adoré le drame, surtout lorsque Judy a forcé la vérité à éclater. À cette époque, elle gagnait 7,8 millions de dollars par an. Les dirigeants de CBS ont été choqués lorsqu'elle remettait ses demandes salariales dans des enveloppes sales scellées et partait si elle n'était pas satisfaite. Mais cela a fonctionné. En 2001, elle s'est attaquée à une escroquerie impliquant une fausse vente de voitures sur Craigslist. Une fraude de 7 000 $ a été exposée en direct. La réaction du public a été si forte qu'elle a conduit à de véritables arrestations à l'extérieur de l'émission. Les téléspectateurs ont vu plus que du divertissement. Ils ont vu la justice. Puis vint 2005. Après 10 saisons, elle a négocié un salaire qui a choqué Hollywood, 25 millions de dollars par an. 2 ans plus tard, c'était 30 millions de dollars. Elle a clairement indiqué que si CBS n'était pas d'accord, elle produirait sa propre émission. Ce mouvement a porté ses fruits. En 2010, elle avait 9,6 millions de téléspectateurs par jour, plus qu'Oprah. Elle avait bâti une fortune de 567 millions de dollars, acheté un jet de 24 millions de dollars et possédait des maisons dans tout le pays. En 2007, quelque chose d'explosif s'est produit dans les coulisses de Judge Judy. Une ancienne productrice associée nommée Karen Needle a été renvoyée et a rapidement intenté une action en justice, accusant l'émission de partialité et de licenciement abusif. Elle a affirmé qu'il s'agissait de discrimination. Mais Judy et l'équipe ont réagi avec force, affirmant que cela n'avait rien à voir avec la partialité et tout à voir avec la performance. Au moment où cette tempête se préparait, une autre a frappé. En décembre 2007, un deuxième producteur, Jonathan Sebastian, a également poursuivi l'émission, reprenant les mêmes allégations. Mais Judy n'était pas du genre à reculer. Elle a combattu les deux affaires et a gagné. Les poursuites ne lui ont pas fait de mal. Elles ont fait le contraire. Les codes d'écoute ont grimpé en flèche.
En 2008, Judge Judy attirait près de 10 millions de téléspectateurs par jour, ce qui en faisait l'émission judiciaire syndiquée la plus regardée du pays. Les gens ne pouvaient pas s'arrêter de regarder. Certains membres du personnel ont accusé Judy d'être trop abrasive, et des critiques comme le juge Joseph Wapner l'ont qualifiée d'impolie. Mais Judy n'a pas bronché. Elle a dit qu'elle n'avait pas le temps pour le dénigrement. Ironiquement, le chaos l'a rendue plus forte. Son style de salle d'audience directe, plafonné à une limite de réclamation de 5 000 $, est devenu sa propre marque de télévision addictive. En 2010, après 14 saisons, Judy a finalement remporté son premier Emmy de jour pour une émission juridique exceptionnelle. Mais même ce moment était enveloppé de controverses. Une affaire impliquant un adolescent accusé a déclenché l'indignation. Judy avait interrogé l'adolescent sur le fait d'avoir fracassé des téléviseurs et blessé un animal de compagnie. Et lorsqu'elle a poussé un garçon sans abri aux larmes à l'antenne, la réaction a été immédiate. Les critiques ont qualifié cela de dégradant. Wapner est revenu à la charge, l'accusant d'arrogance et de déformer ce que devraient être de vrais juges. Pourtant, le public a continué à regarder. Aucune enquête éthique n'a été lancée, et à ce moment-là, plus de 2000 épisodes avaient été diffusés, attirant en moyenne 6 à 7 millions de téléspectateurs quotidiens. Judy a défendu ses actions, disant qu'elle enseignait aux jeunes la responsabilité. Sa salle d'audience n'était pas seulement la télévision. C'est devenu un endroit où la justice rencontrait le drame, et le drame a porté ses fruits. Puis, en 2013, une tournure juridique surprenante a inversé le scénario. Cette fois, c'est Judy qui a intenté une action en justice. Elle a poursuivi son ancien avocat, Fred Hefster, pour faute professionnelle dans un litige de 1,7 million de dollars qui remontait à 1979. Deux producteurs de l'émission, Kay Switzer et Sandy Mann, ont déclaré que Hefster n'avait pas réussi à obtenir les redevances qui leur avaient été promises. Judy a témoigné qu'elle avait accepté verbalement de les inclure dans l'accord, mais la mauvaise gestion de Hefster a conduit à un désordre financier. Cela s'est transformé en une bataille sur les énormes profits de l'émission. Hefster avait représenté plusieurs parties, ce qui a soulevé de sérieuses questions de conflit d'intérêts. L'affaire a finalement été réglée à l'amiable, mais l'impact s'est répercuté. En 2022, CBS a gagné une affaire connexe, cherchant à obtenir 5 millions de dollars de profit sur les ventes de la bibliothèque. L'empire de Judy a survécu intact. Sa valeur nette a dépassé les 440 millions de dollars, mais le tout a exposé à quel point même une puissance de la télévision pouvait être vulnérable lorsque la confiance juridique est rompue. En 2015, l'émission a atteint un nouveau niveau de bizarrerie lorsqu'elle a présenté une affaire impliquant des imitateurs de célébrités et un vol d'identité. Un gérant aurait embauché un faux artiste pour un concert de 5 000 $, escroquant à la fois les fans et l'artiste. Ce qui a commencé comme une étrange affaire de petites créances a dégénéré rapidement. Judy a découvert des contrats falsifiés et des identités volées. Le FBI s'en est immensément mêlé. Les médias ont explosé de couverture et Vice a même cherché à savoir si certaines affaires de Judge Judy étaient mises en scène, y compris une de 2010 qui impliquait un chat, des téléviseurs fracassés et des frais d'apparence. Cette saison a attiré en moyenne 8 millions de téléspectateurs par épisode. Plus de 100 imitateurs ont été arrêtés à travers le pays cette année-là. Judy avait exposé à quel point il était facile de simuler la gloire à des fins lucratives. La salle d'audience était devenue quelque chose d'autre complètement. Ce n'était pas la justice, c'était une enquête criminelle en direct à la caméra. En 2019, avec plus de 6000 épisodes diffusés sur 23 saisons, les fans ont été stupéfaits lorsque Judy a annoncé que l'émission se terminerait après sa 25e saison en 2021. Mais derrière cette annonce se cachait quelque chose de plus grand. En 2017, elle avait discrètement vendu la bibliothèque de l'émission, plus de 200 heures de contenu, à CBS pour une somme comprise entre 95 et 100 millions de dollars. C'était une décision stratégique.
La syndication était en baisse, mais le streaming était en hausse. Judy a transformé ses archives de salles d'audience en un mastodonte financier. Ses revenus annuels ont atteint 47 millions de dollars. Les téléspectateurs ont eu le cœur brisé par la nouvelle et les médias sociaux se sont enflammés. Certains se sont sentis trahis, mais Judy n'en avait pas fini. Elle a lancé une nouvelle émission appelée Judy Justice sur IMDb TV, gardant le plein contrôle créatif. En 2019, sa salle d'audience avait traité plus de 10 000 affaires, accordant des millions de dollars de jugement. Ses répliques cinglantes, comme « Je mange des crétins comme toi au petit déjeuner », sont devenues une partie de l'histoire de la télévision. La vente n'a pas seulement fermé un chapitre. Elle a confirmé ce que Judy avait construit, un empire valant plus d'1 milliard de dollars. Bien avant tout cela, en 1964, elle avait épousé Ronald Levy, un procureur. Elle n'avait que 21 ans, fraîchement sortie de la New York Law School. Ils ont eu 2 enfants, Jaime en 1966 et Adam en 1968. Mais le mariage a tourné au vinaigre. Ronald voulait qu'elle reste à la maison. Il a qualifié sa carrière juridique de passe-temps. Judy ne l'a jamais oublié. Elle est restée pendant 12 ans, jonglant entre les enfants et l'ambition, mais a finalement quitté en 1976. Elle a dit plus tard que ne pas partir plus tôt était sa plus grande erreur. Ce divorce a allumé un feu en elle. Elle s'est lancée à fond dans le travail et, en 1942, elle a été nommée juge. Des années plus tard, elle a considéré cela comme un tournant. Ses enfants ont prospéré. Jem est devenue une dirigeante d'entreprise. Adam a suivi sa voie et est devenu procureur de district. Puis vint Jerry. En 1977, elle a rencontré Jerry Shandlin dans un bar. Il était toujours techniquement marié, mais séparé. Judy n'a pas attendu. Elle lui a dit de régler son divorce et de l'épouser. Il l'a fait. Ils ont mélangé leurs familles et semblaient inséparables jusqu'en 1990, lorsque son père est décédé et que Judy s'est sentie dépassée. Jerry, a-t-elle dit, n'était pas là pour elle. Le lendemain, elle lui a remis des papiers de divorce. Tout d'un coup, 13 ans ont pris fin, mais l'amour n'est pas mort. 1 an plus tard, en 1991, ils se sont remariés après une thérapie de couple et quelques dures vérités. Judy a plaisanté plus tard en disant que les hommes sont tous les mêmes de toute façon. En 2025, ils seraient ensemble, moins cette pause d'1 an, depuis 48 ans. En mars 2011, alors qu'elle tournait son émission à Los Angeles, Judge Judy Shind, âgée de 68 ans, a soudainement commencé à parler au ralenti. Ses mots étaient pâteux, ses yeux semblaient flous et l'équipe a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Plus tôt ce jour-là, elle s'était plainte d'une vision double, mais l'avait balayée du revers de la main. Alors que les caméras tournaient, elle a essayé de passer à travers. Mais dans les coulisses, quelqu'un a appelé le 911 sans sa permission. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont craint qu'elle ne fasse une mini-attaque, une attaque ischémique transitoire, quelque chose qui frappe souvent juste avant une attaque majeure. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital, testée et libérée le lendemain. Judy a dit plus tard que cela aurait pu être une déshydratation ou un léger AIT qui s'est résolu rapidement. Pour les fans habitués à sa langue acérée, c'était ça la première fois qu'ils la voyaient vulnérable. Le moment a été diffusé et a déclenché une vague d'inquiétude en ligne, mais cela a fait plus que susciter la sympathie. Cela a sauvé des vies. Selon ses propres termes, Judy a averti les femmes de ne pas ignorer les signes avant-coureurs. Cette année-là, plus de 795 000 Américains ont été touchés par des accidents vasculaires cérébraux et beaucoup d'entre eux ont commencé comme le sien avec des troubles de l'élocution ou une vision trouble. Puis vint 2020. Alors que CO-19 se propageait, Judge Judy a disparu des projecteurs. Au seul New Jersey, les cas ont dépassé les 169 000 en juillet. Les rumeurs ont circulé. À 77 ans, les gens craignaient qu'elle ne soit gravement malade. Elle avait annulé des enregistrements, sauté des apparitions publiques, et les tabloïds sont revenus à la charge, suggérant qu'elle était fragile. Mais avant la fin de l'année,
elle est réapparue avec plus d'énergie que jamais. Elle a attribué son rétablissement au yoga quotidien, à un régime strict de 1,200 calories et à des séances d'entraînement virtuelles. Elle avait perdu 10 livres et affirmait que son immunité n'avait jamais été aussi bonne. Son retour a choqué tout le monde. Ce n'était pas seulement un retour, c'était une transformation. Alors que la pandémie faisait rage, avec 17 décès quotidiens dans certaines parties du pays, son histoire est devenue un symbole de résilience. Des millions de téléspectateurs inspirés par sa routine ont commencé à adopter des habitudes plus saines. Le 1er novembre 2021, elle a pris la plus grande décision de sa carrière. Elle a lancé une toute nouvelle émission appelée Judy Justice, non pas sur le câble ou le réseau de télévision, mais sur IMDb TV, qui a ensuite été renommée Amazon Freevee. Cela a marqué ses débuts officiels en streaming après avoir mis fin à sa série emblématique, Judge Judy. Ce qui a stupéfié les fans, c'est qu'elle a amené avec elle sa petite fille, Sarah Rose, qui venait d'obtenir son diplôme de la faculté de droit. Sarah est apparue à l'écran en tant que greffière, aidant à la prise de notes et à la recherche juridique, donnant à l'émission une touche plus douce et plus personnelle. Le premier épisode a attiré des millions de vues. En quelques mois, Judy Justice avait plus de 75 millions d'heures de streaming, prouvant que même sans CBS, Judy pouvait dominer. Dans les coulisses, elle a filmé 120 épisodes en un temps record, travaillant, malgré les restrictions pandémiques, au Culver Studio à Los Angeles. Son salaire toujours énorme de 47 millions de dollars par an. Et si cela ne suffisait pas, elle a vendu sa bibliothèque d'épisodes pour 100 millions de dollars. Avec ce mouvement, elle n'a pas seulement changé de plateforme. Elle a réécrit les règles de la télévision de salle d'audience. Aujourd'hui, en 2025, son règne continue. Avec plus de 150 millions d'heures de visionnage depuis le début de l'émission, Judy Justice est un empire du streaming. Des chaînes canadiennes comme City TV se sont jointes à la danse, faisant d'elle un incontournable en Amérique du Nord. Un épisode à succès au début de 2025 mettait en vedette de vraies célébrités dans une bataille juridique qui a explosé en popularité. L'affaire avait doublé la récompense habituelle de 5 000 $ et avait amené les plaideurs au Culver Studio avec tous les frais payés. La même année, l'émission a remporté un 3e Emmy en juin et la production a révélé le programme de tournage de Judy, 120 épisodes en seulement 3 mois. Des histoires ont refait surface au sujet de ses anciens procès, comme la contre-poursuite de 202,2 millions contre d'anciens partenaires commerciaux. Le 19 août 2025, la chaîne Freevee de Judy et l'accès à la demande avaient complètement dépassé la télévision traditionnelle en popularité.